Il y a des romans pépites, et ben ça, c'est un roman diamant. On te connaît pour tes romans d'aventure, hein, que, comme on l'a dit, beaucoup comparent soit à Indiana Jones, soit à Dan Brown. Moi, tu le sais bien, je préfère leur prêter un petit air de Benjamin Gates. Oui, c'est vrai. Dans tous les cas, ce sont des récits d'aventure qui mêlent habilement de l'action, des mystères, des anciens documents, des mystères troublants. Et on va suivre, en plus de tome en tome, deux personnages qui sont extrêmement attachants, qui sont Alex et Mary. Dans tes livres, tu aimes bien brouiller les frontières, celles entre la fiction et la réalité, entre le roman d'aventure et l'enquête sur les mythes, et entre ce que l'on sait et ce que l'on préfère croire. Donc, avec la prophétie du diamant, tu poursuis cette exploration des zones grises, là où le réel nourrit le mythe, et où une simple croyance peut parfois devenir le moteur de toute une histoire. Donc, je vais te laisser le soin de nous pitcher cette nouvelle aventure de Alex et Mary. Mes deux enquêteurs sont à la poursuite d'un diamant qui a été taillé au XVe siècle. Et ce diamant est la clé pour trouver un manuscrit qui pourrait déstabiliser les fondements de l'Église catholique. Et ils seront face à deux adversaires de taille. Le premier, c'est une secte d'ultra-fanatiques catholiques qui veut ce manuscrit pour justifier son Armageddon, on va dire. Et le deuxième adversaire, c'est le Vatican qui veut ce manuscrit pour le détruire, évidemment. Et donc, ils vont parcourir le monde à la poursuite de ce diamant d'abord, puis du manuscrit, et face à ces deux adversaires. Et comme toujours dans mes romans, tout est très documenté, parce que je veux que le lecteur se dise « mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ?» Et à la fin du livre, il y a un chapitre qui vous dit « voilà tout ce qui est vrai dans le livre ». Et il y a plein de trucs vrais, c'est ça qui est rigolo. L'aventure de Alex et Marie a débuté, il y a déjà donc 3 romans, et ça n'aura échappé à personne. Ton premier livre, donc de Alexandre Murat, hein, j'insiste, traite d'un mystère autour de Napoléon. Coïncidence ? Oh, c'est un hasard total. Alors, effectivement, je descends du maréchal Murat et de Caroline Bonaparte qui était la petite sœur de Napoléon. Et dans le premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle Aranea, la légende de l'empereur, eh bien mes deux enquêteurs sont à la recherche de petits aigles en argent qui ont été distribués par Napoléon par testament, et ça c'est une histoire vraie. Et en fait, un des aigles en question est arrivé à Caroline dans la vraie vie, et de génération en génération, ce petit aigle est arrivé dans mes mains. Et quand j'étais petit, il y a bien longtemps, et que ma mère me racontait cette histoire, je trouvais ça dingue de me dire « j'ai dans les mains un objet que Napoléon a tenu quelques jours avant sa mort à Sainte-Hélène ». Voilà. Et à partir de là, j'ai bâti une fiction où, de nos jours, deux enquêteurs, toujours, les Alex et Marie, sont à la recherche de 7 aigles comme celui-là, parce que au dos de chaque aigle, Napoléon aurait gravé un morceau de code. Donc il faut rassembler les 7 aigles pour avoir la totalité du code, le déchiffrer et comprendre ce que Napoléon a voulu dissimuler aux yeux du monde. Le choix de période impériale s'est fait assez naturellement, j'allais dire même assez familialement, j'allais dire. Et à chaque fois, dans mes romans, vous avez une période, ce que j'appelle la période de référence. C'est-à-dire que l'action se déroule de nos jours, mais mes deux enquêteurs doivent se replonger dans une période de l'histoire pour dénouer l'intrigue d'aujourd'hui. Donc, dans le premier tome, dans la première aventure, la période de référence, c'est le Premier Empire, Napoléon. Dans le deuxième, qui s'appelle Aranea, le 9e livre, ce sont les nazis, la Deuxième Guerre mondiale, et notamment la fuite des nazis à la fin de la guerre. Et dans le troisième, la prophétie du diamant, pour lequel on est là aujourd'hui, c'est l'Inquisition espagnole qui a eu lieu à partir de 1480. Voilà. Il y a cette petite partie personnelle dans le premier tome, hein, dont tu as parlé. Dans celui-ci aussi, il y a un élément de ta vie personnelle. Il y a un élément de ma vie personnelle et même professionnelle en l'occurrence, et qui est en plus très lié à la chère Belgique qui nous accueille ce soir, puisqu'en fait, pendant 20 ans, j'ai travaillé dans la joaillerie et notamment dans le diamant.
Et notamment pendant 10 ans, de 2005 à 2015, j'avais créé la première joaillerie sur Internet spécialisée dans le diamant, donc qui s'appelait adamance.com à l'époque. J'aime beaucoup cet univers des diamantaires et du diamant, qui est un univers fascinant, hyper attachant. Quand j'ai revendu Adamance en 2015, je m'étais dit, bon, allez, je vais commencer à faire autre chose et tout. Et en fait, c'était hyper. Je me suis aperçu, mais je m'en étais pas rendu compte avant, mais je me suis aperçu que c'était hyper dur de sortir du monde du diamant complètement. D'ailleurs, 3 ans plus tard, j'y suis retourné. donc voilà, mais c'est un univers extraordinaire. Et le quartier diamantaire d'Anvers, pour ceux qui ne sont pas encore allés, faut y aller. Mais c'est un endroit génial. Sur 3 rues, vous avez de mémoire 8% du PIB ou des exportations de la Belgique ou du PIB de la Belgique. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc incroyable. Et quand vous êtes professionnel et que vous allez dans les bâtiments et que quand vous allez dans les ascenseurs, vous entendez parler hollandais, parce qu'il y a des Africains du Sud, vous entendez parler hébreu, vous entendez parler indien, parce que il y a beaucoup d'Indiens aussi, flamand évidemment, français, anglais. Enfin, c'est en un ascenseur, vous êtes complètement plongé dans le monde entier. C'est très marrant. Dans tes romans, tu abordes une fascination pour les prophéties, les manuscrits oubliés, les vérités cachées, etc. Qu'est-ce que ça dit de nous aujourd'hui ? Ça dit qu'on est fasciné par ce qu'on ne comprend pas, ou ce qu'on ne comprend pas toujours. La deuxième chose que ça dit, c'est que ça montre à quel point on est ignorant encore aujourd'hui sur tout un tas de pans de l'histoire, et on essaie de trouver des explications rationnelles à des tas de choses qui ne sont pas nécessairement. Il y a énormément d'incertitudes. Là, dans la prophétie du diamant, je fais référence à un manuscrit. Il y a un texte qui existe vraiment, que n'importe qui peut se procurer sur Amazon, hein. Ça s'appelle la Bible de Kolbrin, et qui serait un manuscrit apocryphe, etc. Bon, enfin bref, mais ça prouve qu'il y a quand même des doutes. On nous a asséné une vérité, mais à discuter, discutable plus exactement. Donc voilà, moi j'essaie de faire ressortir, en me documentant énormément, j'essaie de faire ressortir un certain nombre de choses sur lesquelles on s'aperçoit que nos certitudes sont quand même assez fragiles finalement. Voilà. Et d'insinuer le doute comme ça me paraît fascinant, parce que dans bien des cas, la réalité dépasse la fiction, et ça, c'est assez génial. Dans ces récits d'aventure, on retrouve souvent l'idée que certaines vérités historiques sont volontairement dissimulées ou protégées, parfois même instrumentalisées par des institutions ou des groupes. Selon toi, il existe encore aujourd'hui des vraies formes de protection de ce type de savoir, ou bien c'est juste devenu un ressort narratif mythique ? Non. Il y a énormément de choses qui sont encore... si vous voulez, comment te dire, il y a beaucoup d'éléments historiques qui peuvent être démontés, voilà, de façon assez troublante. Alors là, évidemment, on parle de l'Église catholique, en l'occurrence. Alors, dans l'Église catholique, il y en a vraiment un paquet des trucs à démonter, et je suis moi-même catholique, donc il n'y a pas de lien religieux sur le sujet, mais on sait très bien que dans l'histoire de l'Église, il y a tout un tas de choses qui ont été affirmées de façon très claire, parce que, à l'époque, ça arrangeait l'Église. Sur la vie de Jésus, notamment, il y a un certain nombre d'éléments qui sont quand même extrêmement troublants. Est-ce que des manuscrits, dans celui auquel je fais allusion, où il est question que Jésus avait des frères, ou n'était pas le seul, donc s'il n'était pas seul, et que Marie avait déjà enfanté, l'Immaculée Conception, c'est un peu raté, quoi. Et il y a plein de choses comme ça. La doctrine de l'Église, c'est vraiment ça, c'est ce qui est un point important. Et encore aujourd'hui, oui, je vais te donner un exemple hyper simple, par exemple. Des gens disent, mais les prêtres ne devraient pas être célibataires. Oui, si, ils devraient être célibataires, etc. Bon. En vrai, jusqu'en l'an 1000, les prêtres, c'était absolument pas obligé que les prêtres soient célibataires. C'est à partir de l'an 1000,
autour de l'an 1000, hein, je sais pas, que ça a été institutionnalisé, que voilà, le célibat des prêtres. Donc, tu vois, typiquement ça, c'est un truc récent, parce que l'an 1000, bon, c'est loin et pas loin, en fait, en vrai. Donc, bon, bah ça, typiquement, tu vois, c'est un truc où les gens se disent « Ah non, le célibat des prêtres, c'est depuis toujours », mais pas du tout, pas du tout, il suffit juste de regarder dans l'histoire. Ça a été institué à peu près en l'an 1000, et d'ailleurs, ça a été institué en l'an 1000 et appliqué progressivement, parce qu'il fallait attendre que tous ceux qui étaient mariés meurent. Donc, ça, en gros, ça a été vraiment appliqué en 1200, des brouettes. Le problème, c'est que plus l'institution est grosse, moins elle a envie de se remettre en question. Parce que tu vas fragiliser tout un tas d'acquis historiques, encore une fois, où il faudrait remettre en cause pas mal de choses. Voilà. Donc, effectivement, sur les grosses institutions, le statu quo est la règle. Si je reprends d'autres exemples hors Église catholique, tu as tout un tas de constructions, par exemple, dont on n'explique toujours pas l'origine, et les archéologues disent non, ça s'est passé comme ci, comme ci, comme ça, mais en fait, quand tu étudies le truc d'un peu plus près, tu te dis, c'est quand même vachement compliqué. Je prends l'exemple, alors évidemment, les pyramides, ok, très bien, mais je vais prendre un autre exemple. Hein, tant que tu ne nous dis pas comme Maître Gims, tout va bien. Hein. Non, t'inquiète pas. Non, mais en revanche, au Liban, tu as un truc qui s'appelle les terrasses de Baalbek. Bon, les terrasses de Baalbek, c'est des monolithes gigantesques, dont je crois que le plus gros pèse 800 tonnes. Aujourd'hui, avec nos engins modernes, on aurait quand même vachement de mal à bouger ces trucs-là. Donc, comment il fait ? Est-ce que le personnage d'Alex vit une vie qui aurait plu à Alexandre ? Oh putain, j'aurais adoré, moi. J'aurais adoré vivre sa vie. D'ailleurs, j'aurais adoré être aussi intelligent que lui, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Et ensuite, j'aurais adoré vivre sa vie d'aventure. Parce qu'Alex, il a la limite autiste Asperger. Hein, donc, tu vois, il est quand même un peu spécial. Il est complètement un télo. Il est dans son univers, dans son monde. Il est brillantissime. Il arrive par des formes de transe à pouvoir revivre le passé de façon assez claire. Mais Alex, il pourrait rester toute sa vie dans une bibliothèque, il serait hyper content. Et tout le truc, c'est que ces aventures, ces histoires le poussent en dehors de sa zone de confort, comme on dit, des bibliothèques, grâce à sa compagne Marie et aussi aux aventures qu'ils doivent poursuivre. Et il se retrouve dans des situations hyper dangereuses, dans lesquelles il est généralement très maladroit, parce que c'est pas son truc, quoi. Voilà. Et à l'inverse, Marie, elle, c'est l'opposé, c'est-à-dire qu'elle, c'est une femme d'action qui est là, qui sait combattre à main nue ou avec des armes, etc., etc. Donc, ils sont complémentaires. C'est toujours projeté dans des situations où il est mort de peur, et même dans la prophétie du diamant, en l'occurrence, des situations très dures pour lui physiquement et psychologiquement. Je voulais montrer ses fragilités aussi là-dedans. Dans le roman ésotérique, on va dire, il y a eu un avant-après Da Vinci Code. Voilà, pour moi, ça c'est clair. Et d'ailleurs, quand j'avais lu le Da Vinci Code à l'époque, j'avais vraiment bien aimé. Bon. Après, là, le secret des secrets, qui, entre parenthèses, je pense que je n'ai jamais vu un titre aussi nul, mais c'est pas grave. Le secret des secrets, évidemment, je l'ai lu. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui maîtrise tous les codes parfaitement, heureusement d'ailleurs, mais donc il les maîtrise parfaitement et tout ce que tu veux, super. Mais alors, est-ce que je le lis maintenant avec un regard plus critique qu'avant? Ça, c'est possible. Mais j'ai trouvé que c'était un peu lourd, un peu long, etc. Et moi, quand des lecteurs dans les salons du livre me disent « Ah, bah, j'ai lu le Dan Brown », rien, et je leur dis « Qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Et en fait, dans 100% des cas, ils me disent « Ouais, je trouve que c'est un peu long, parfois on s'ennuie, etc. » Et en fait, j'ai eu l'impression sur le dernier qu'il a voulu, il a fait un amas de recherche dingue, enfin, lui et son équipe, hein, puisqu'il y a quand même 5 personnes à plein temps qui bossent pour lui. Donc il a fait et qu'il a voulu un peu caser au forceps
plein de concepts qu'il avait trouvés, etc. Maintenant, c'est à la fois extrêmement flatteur d'être comparé à Dan Brown parce que c'est une référence mondiale. À la fois, je suis pas sûr d'être complètement raccord avec ce truc. D'ailleurs, il y a certains lecteurs qui, quand ils voient le Dan Brown français, ça agit en répulsif. Hein, c'est l'inverse. Ils disent ah ouais, oh là là, je déteste Dan Brown, j'ai trouvé ça nul. Bon, alors, je leur dis que c'est mieux, mais enfin bon, quand je suis pas là, c'est-à-dire dans 99% des cas, c'est compliqué de leur dire. Toi, personnellement, en tant qu'auteur, qu'est-ce que tu aimerais que tes lecteurs retiennent à la fin de leur lecture? C'est quand les lecteurs me disent deux choses. Ils me disent, un, je l'ai lu en 4 jours, je ne pouvais pas le lâcher. Et deux, ils me disent, j'ai appris plein de choses. Et alors ça, pour moi, c'est les plus beaux compliments qui soient, c'est j'ai appris plein de trucs. Et ça, moi, l'objectif, c'est c'est apprendre en s'amusant quelque part, qu'ils passent un bon moment, qu'ils soient, et qu'ils puissent découvrir. Il s'avère que j'ai fait la folie de faire 5 enfants. Donc, et en fait, je dis toujours à mes enfants qui vont de 8 à 22 ans, je leur dis toujours, soyez curieux, soyez curieux, soyez curieux. Et pour moi, la curiosité est le terreau de l'imaginaire.